tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre d'auteurs, d'autrices dans le cadre du mois de la parentalité. Merci parentalité, il y en a qui suivent. Bon, heureusement, je ne vais pas trop vous solliciter aujourd'hui, il n'y aura pas trop la boîte à outils, il y aura peut-être des petits pansements à retirer, mais ça je vais pouvoir le faire. Alors je voulais remercier dans un premier temps Sandrine Joanneau d'être avec nous aujourd'hui au sein de la bibliothèque. Merci Harmonie, et c'est un grand plaisir pour moi d'être là et avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre qui a interpellé bon nombre d'entre vous, surtout son titre, Le jour où j'ai coupé l'oreille du doudou de mon enfant. Vous imaginez? Non, on n'imagine pas. Et pourtant, ça arrive. C'est arrivé. Et c'est arrivé. Alors, Sandrine, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu, dans un premier temps, ce qui nous amène à ce livre, et par la suite, cette anecdote de l'oreille d'un doudou qui a mal terminé. Mais qui a été recousue, après coup. Alors, comment c'est arrivé cette oreille de doudou coupée? Comme beaucoup d'entre vous, quand j'ai eu ma fille, j'ai voulu rester une employée au top niveau, tout en étant une maman au top niveau. En gros, je voulais faire la contraction de la... Vous vous souvenez du film avec Mélanie Griffith, Working Girl? Là, je voulais être une working mom. Je m'étais dit, moi, je veux être l'employée parfaite et je veux être la maman parfaite. Et je faisais tout sans demander d'aide à personne parce que j'avais été élevée selon ce schéma d'éducation où en fait t'as pas besoin des autres, tu traces ton chemin, tu y arrives toute seule. Donc voilà, je gérais tout toute seule, j'avais un besoin de tout contrôler. Dès qu'il y a quelque chose que je maîtrisais pas, je faisais comme si je gérais. Donc à l'extérieur, le masque social c'était celle qui assurait, la working mom, mais à l'intérieur je me sentais nulle. Je me sentais nulle au boulot parce que j'aimais pas celle que j'étais au boulot. Je me sentais pas à la hauteur en tant que maman. Donc j'avais pas une grosse estime de moi à ce moment-là. À l'époque, j'étais manager dans un centre de restauration rapide. J'avais une équipe de 12 personnes et je passais ma journée à manager, à dire aux gens fais ci, fais ça. Le soir, je rentrais, je pensais encore un petit peu au travail, enfin un petit peu, beaucoup au travail, et je me disais mince, t'as pas pensé à lui dire de penser à ça. Ok. Je rentrais à la maison, je retrouvais ma fille, mon mari, et là je me disais, bon maintenant c'est mon rôle de maman qui commence, et là je vais assurer. Sauf qu'en étant avec ma fille, quand on faisait des choses ensemble, alors que je faisais un peu par obligation, alors c'est peut-être dur de dire ça, mais je le faisais parce que je me disais qu'une maman, quand elle rentre du travail, après une journée bien fatigante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de son enfant. Sauf que dans ma tête, je me disais, ah ouais, mais je lui ai pas dit de faire ça, j'ai pas checké avant de partir. Donc j'étais encore la tête au travail. Et ma fille, elle le sentait, elle était maman, maman. Et moi, je faisais la chose, je lisais un bouquin, mais j'étais pas du tout présente. Elle le sentait, j'avais pas un comportement adéquat avec elle. Mais moi, ça me permettait de cocher la case, la lecture du livre du soir, c'est fait. La douche avec les jouets en plastique, c'est fait. Le bisou du soir, c'est fait. Et puis un jour, ma fille n'a pas voulu mettre la robe que je lui avais demandé de mettre tout de suite dans l'instant. Parce que je voulais que toutes les choses soient faites tout de suite, ici et maintenant. Je ne voulais pas les remettre à plus tard, parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Et je devais sûrement avoir, je sais pas moi, un bol à laver dans la cuisine, et il fallait absolument qu'elle mette sa robe tout de suite. Oui. Elle avait quel âge? Ma fille avait 4 ans à l'époque. Et elle était en train de sauter sur le lit, elle était dans son instant présent d'enfant, parce que les enfants, ils sont pas comme nous. Eux, ils ont cette capacité à vivre l'instant au moment où ils le vivent. Et elle était en train de kiffer son moment. Grand sourire, à sautiller, et moi, Pauline, tu mets ta robe tout de suite. Elle me regarde, elle me dit, non maman, moi je joue, je suis bien là. Je lui dis, Pauline, si, parce que j'ai dit, mince, je contrôle pas là, je contrôle pas ma fille là, mince, ça marche pas. Normalement, un enfant, il fait ce que lui dit son parent. C'est ce que j'ai lu, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu dans les magazines, c'est ce que j'ai cru comprendre. Elle le fait pas. Elle est contre moi là, c'est pas normal. Faut que je contrôle. Sinon, je suis pas une bonne mère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déstabilisée. Ok, je prends le doudou et je dis, Pauline, si tu mets pas ta robe là tout de suite maintenant, je coupe l'oreille de ton doudou. Je me sentais forte. Et ma fille qui me regarde du haut de ses 4 ans et qui me dit, bah vas-y maman. Là, j'ai coupé l'oreille du doudou.
Parce que je me suis dit, au moins j'aurai de l'emprise sur elle, elle va aller la mettre sa robe, parce que mon bol, il m'attend dans l'évier, il faut que je le lave, c'est important. Et puis là, quand j'ai pris conscience que j'avais coupé l'oreille, parce que j'entendais les pleurs de ma fille face à moi, elle est partie en courant voir son père dans le salon. Papa, maman, elle a coupé l'oreille de Doudou. Moi, je me suis effondrée, je suis tombée sur le sol, et là, je me suis mise à pleurer. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quoi la mère que tu es aujourd'hui? C'est quoi cette... C'est pas du tout la mère que tu voulais être. Enfin, on mutile pas inconsciemment l'objet le plus cher de son enfant. Enfin, ça se fait pas, ça. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir que tu... Il y a un truc qui coince chez toi. Il y a quelque chose à comprendre. Et là, je me suis orientée vers du développement personnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était important de se développer personnellement pour se comprendre et identifier tout ce que j'avais accumulé en moi, de la frustration, de l'insatisfaction, de la colère, du stress, et que je déversais inconsciemment sur mon enfant quand j'étais plus dans le contrôle de la situation. Et là, j'ai complètement découvert Sandrine. J'étais plus la mère, la femme, l'épouse, l'employée, la sœur, la fille, etc. J'ai su qui moi j'étais. J'ai identifié mes valeurs, mes besoins, et je me suis rendu compte que je me faisais passer tout le temps en dernier. Et qu'en répondant aux besoins des autres en priorité, ça faisait de moi quelqu'un d'aigri, de frustré et de désagréable. Et l'image que j'avais de moi, c'était celle d'un dragon qui crachait du feu tout le temps, en fait. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée là, finalement, à couper cette oreille. Ça a été un geste dur, mais un élément déclencheur pour pas aller peut-être plus loin, je sais pas. Peut-être que j'aurais fait un burn-out complet avec la grosse dépression, mais ça m'a permis de réagir avant que ça aille plus loin. Et ce guide, c'est pour dire à d'autres, vous êtes peut-être dans la même situation au quotidien. C'est normal. C'est important de se détacher de toutes les injonctions qu'on reçoit parce qu'on est mère. On a l'impression qu'on doit savoir tout faire. Sauf qu'on ne n'est pas mère. On devient au fur et à mesure en se plantant en étant mère. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est important d'intégrer pour pouvoir avancer avec son enfant. Et son enfant, il évolue aussi tous les jours. Et il vous apprend tellement de choses sur vous et votre rôle de maman. J'irais peut-être un peu dans la digression là. Justement, il y a déjà je pense dans vos têtes, on doit avoir déjà des questions qui commencent à germer, des choses un peu comme ça. Et même moi, j'en ai certaines, mais c'est surtout que comment on peut définir finalement le burn-out parental? Là, vous avez eu un élément déclencheur, vous n'êtes pas tombé dedans. Mais à quel moment on se dit, je suis en train de vivre, on n'est même pas conscient nous-mêmes finalement, de ce moment de burn-out parental? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment où on tombe dans ce burn-out? Le moment où on tombe, c'est quand on se sort complètement de l'équation de sa vie. Qu'on est dans un tel mode de fonctionnement pilote automatique, où on fait les choses tout simplement parce que il faut les faire. Enfin, on pense qu'on doit les faire. Et on n'est plus que dans la gestion de tâches, et on n'est plus que dans le faire, et on n'est plus du tout dans l'être. Et à ce moment-là, je pense on devient un petit peu un automate, on perd la saveur des choses, on n'arrive plus à se connecter aux autres, on n'arrive plus à se connecter à son enfant. Et on fait le basique, mais il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de motivation à faire les choses. Et là, on s'écroule parce que on vit pourquoi? Qu'est-ce qui nous donne la banane le matin en nous levant? Si tout ce qui était important pour nous ne devient plus et qu'on est juste dans le faire, et plus dans l'être. Donc voilà, le burn-out maternel, c'est quand on n'a plus envie de faire l'effort, de faire les choses pour s'obliger à faire. On a tendance à vouloir se dire qu'on doit répondre aux besoins de, oui, c'est ça. La nécessité de faire, et c'est surtout, moi finalement je suis qui? Je suis là pour les autres, mais on n'a pas cette prise de conscience que nous on est là en fait. On veut toujours bien faire, parce qu'en fait on se dit que la société est faite ainsi. Et c'est une image finalement qu'on nous donne au quotidien dans la société de perfection. Et à partir du moment où on n'est pas dans cette perfection, alors moi c'est le sentiment que j'en ai, c'est qu'on a tendance à recevoir des critiques. Parce qu'on a cette habitude de vivre comme ça, et dès qu'on ne rentre pas dans ce moule, dans ce schéma,
y a quelque chose qui nous fait dire là c'est pas bien, là c'est pas bien. Est-ce que finalement, ces moments où on perçoit ça c'est pas bien, est-ce que c'est vraiment ça qu'on devrait entendre? Non, parce que c'est une perception, c'est des messages qu'on interprète, nous, avec justement notre référentiel d'éducation, le référentiel que la société donne aux mamans. En fait, on est notre pire bourreau, nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Ce qui est important, c'est de se dire, déjà, il faut se poser la question suivante. Avec qui je passe le plus de temps dans ma vie? Qu'est-ce que j'entends? Mes enfants. Mes enfants. Le Une autre réponse. Le travail. Le travail. Je répète la question. Avec qui je passe le plus de temps dans ma vie? Collègue de travail. Collègue de travail. Ah, moi. C'est ça, moi j'ai entendu. Moi. Et ouais. La seule personne avec qui vous passez du temps tout au long de votre vie, c'est vous. Et c'est intéressant d'entendre les réponses que vous avez données. Parce que ça montre à quel point on s'oublie au profit de l'image qu'on doit avoir pour être parfaite, pour être la Wonder Woman, avec la super cape de Wonder Woman qu'on nous pose dès qu'on est toute petite, parce que nos parents inconsciemment, ils ont envie qu'on soit des petites filles sages, à la différence d'un garçon qui lui a le droit d'écorcher son pantalon, arriver avec plein de terre. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs qui vous reviennent, mais moi, si j'avais le malheur d'abîmer ma robe, oh là là, mais je vais encore avoir ça à coudre, j'ai eu ma journée, tu te rends pas compte? On n'a pas la même réception. Donc, nous, le message qu'on a eu, c'est sois parfaite. On s'est construit cette image de perfection et on s'est dit inconsciemment, si je suis parfaite, j'ai le beau regard de mes parents qui va se porter sur moi, ils vont m'aimer. Si je suis parfaite, j'ai le beau regard de mes professeurs, ils vont m'aimer. Si je suis parfaite, c'est que je suis à la hauteur. Si je suis à la hauteur, c'est que je gère. Si je gère, c'est que je contrôle bien la situation. Et puis voilà, on se développe comme ça et on fait tout notre mode de fonctionnement, il est régi par ça en fait. C'est besoin de vouloir tout contrôler. Besoin de vouloir tout contrôler pour donner l'illusion qu'on est parfaite. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que on donne l'image qu'on est parfaite. Vous vous souvenez de Brie Van Der Kamp dans Desperate Housewives? Quand on la voit la première fois, on se dit ouais, elle gère trop, elle sait faire la cuisine, elle sait coudre, ça a l'air d'être une bonne épouse, une super maman. Et au final, c'est le masque social qu'elle nous a présenté. À l'intérieur, elle est comment, Brie Van Der Kamp? C'est un peu un dragon, quoi. Voilà. Et on a chacune des facettes du dragon. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a tous des moments où on est un petit peu à se dire, ça boue à l'intérieur et c'est normal. Mais c'est pas l'image qu'on donne aux autres. Donc à un moment, quand ça se voit que ça dérape, là on se dit mince, j'ai tout raté là. Et là ça va plus. C'est la dégringolade. On n'accepte pas nos failles parce qu'on doit être parfaite. Mais nos failles, c'est nos richesses. Et c'est des failles qu'on a en tant que maman et c'est aussi des richesses. Moi, ma fille, une fois, elle m'a dit mais qu'est-ce que j'en ai à faire que tu sois parfaite? Je ne sais plus de quoi on parlait et je lui dis oh là là, j'ai oublié de te mettre ton goûter dans ton cartable, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et elle m'a dit ce qui est important déjà, c'est ce que moi j'en pense, puisque c'est moi qui ne vais pas goûter. Et elle me dit je m'en fiche, moi, de ne pas avoir de goûter. Et moi, je me mettais la pression toute seule, en fait. Et on le fait, ça. Que ce soit au travail, ou que ce soit en tant qu'épouse, enfant, sœur, maman. Donc finalement, la pression, c'est important d'identifier qu'elle vient que de nous. Et dès qu'on a fait ce constat, à nous de nous lâcher la grappe, quoi. À nous de dire c'est bon, arrête de t'imposer, de faire le ménage le samedi de 8 à 10, d'emmener la petite à l'aquagym de 11 à 12, d'aller acheter la doudoune de 13 à 14, de passer à McDo de 15 à 20. C'est pas possible, quoi. À un moment donné, on se dit on verra ce qui se passe, quoi. Là, je vais zapper ça. Je me souviens à un moment, mon mari, il laissait toujours une petite trace de Nesquik le matin. Et un jour, je me vois avec l'éponge avant que la goutte, elle tombe, pour anticiper la tâche, quoi. Et mon mari qui me dit, non mais alors là, je comprends plus là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a un truc bizarre quand même. Mais ça vous parle certainement. C'est une illustration du contrôle qu'on veut avoir sur les choses.
Alors, moi, ça me parle parce que, pour rien vous cacher, j'ai lu cet ouvrage il y a 2 semaines, vraiment, complètement, enfin, vraiment, je suis rentrée dans le fond du livre. Et tous les vendredis soirs, mon rituel, il y a, tout le monde est couché, conjoint au sport, qu'est-ce qu'on fait? Le ménage. Et là, c'est la seule fois où j'ai décidé de pas le faire. Et en fait, j'ai réalisé que, finalement, est-ce que c'était nécessaire? Et parce que je me suis tout de suite dit, il va pas le faire, qui va le faire pour moi, qui est ceci, qui est cela. Et en fait, j'ai dit déjà, pourquoi le vendredi? Qu'est-ce qui fait que... Ouais, mais alors si je fais pas le vendredi, le samedi il y a ça, et le dimanche il y a ça, et le lundi il y a ça. Et puis non, je dis, voilà. Mais en fait, je suis pas toute seule. Et en fait, j'ai fini le livre vendredi soir et j'en ai pris un autre. Et mon conjoint est rentré en me disant, wow, qu'est-ce qui se passe? Il est où l'aspirateur? Où est la SRPF? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, je l'ai regardé, je fais, quoi, c'est mon boulot, quoi, enfin, c'est normal. Il me dit, mais depuis combien de temps je t'ai pas vu faire ça? Déjà, il est resté couac. Et c'est surtout que il me dit, écoute, ce que t'as pas fait là, je vais le faire. Je me dis, c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai, ce que je n'ai pas fait, il l'a fait, mais pas comme je le voulais, parce que c'est pas fait comme moi je l'entends, parce qu'on a notre vision des choses. Il faut juste accepter que ce soit fait différemment. Mais du coup, et je pense que c'est important d'en parler, de se dire que ouais, c'est pas fait comme on le souhaite, c'est pas fait à tel moment, mais finalement, ça dérange, pas par moi. Et c'est vrai que j'avoue que ce livre a été pour moi une petite révélation quand même. La preuve, j'ai un exemple concret. Donc, merci déjà. C'est chouette. Donc c'est pas pour vous dire prenez ce livre, ça va vous changer votre vie, c'est juste que voilà, moi j'ai cette petite anecdote parce que je trouve que c'est intéressant de partager aussi nos lectures, mais aussi les conséquences de nos lectures. Et ça, c'est important. Et c'est important ce que tu as dit, Harmonie, c'est mieux vaut fait que pas fait du tout en fait. Et c'est là où on est, nous, dans notre quête de perfection, parce que j'ai des chats. Et quand mon mari passe l'aspirateur, inspecteur des travaux finis, je vais voir derrière la litière pour voir s'il a ramassé les petits grillets litières. Et un jour, mon mari me dit, non mais Sandrine, c'est pas possible. C'est quoi l'important? C'est que j'ai passé l'aspirateur ou c'est qu'il soit pas passé derrière la litière? Effectivement, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y ait encore des graviers de litière? Mais quand on est dans le contrôle, quand on est dans cette exigence de perfection, on a envie que ce soit fait comme nous, on a l'habitude de le faire. Et c'est pareil avec nos enfants. Nos enfants, vous avez eu l'habitude de fonctionner sur un mode. Si votre enfant ne suit pas le même mode, moi je vois là avec ma fille, parce que moi aujourd'hui je continue à faire des choses qui sont pas comme j'aurais aimé qu'elles soient. Mais maintenant je m'en fous, j'en rigole. Mais c'est tellement ancré en moi que malgré tout ça continue. Et ma fille, quand je la vois travailler assise derrière le canapé, pas sur un bureau, je me dis mais moi jamais j'aurais pu travailler comme ça. Et après je me dis oui mais toi c'est toi, elle c'est elle. T'as pas à lui imposer de travailler comme toi tu as travaillé. C'est quoi qui est important? C'est qu'elle ait les résultats à la hauteur finalement de ce qu'elle apprend, ou c'est qu'elle fasse exactement comme toi et que tu ailles à l'encontre de l'être qu'elle est en train de devenir. J'ai pas à lui imposer de faire comme moi. C'est pareil pour le transfert des peurs. Quand on a peur de quelque chose, là je vois ce qui c'est voilà, c'est un exemple très récent, mais ce drame qui s'est passé là pour Lola. Ma fille m'appelle avant-hier et elle me dit oui maman, là je suis dans la résidence avec ma copine, est-ce que je peux l'accompagner? Parce qu'on ne discute plus trop, donc là on a un petit peu de temps. L'accompagner, c'est-à-dire aller vers chez elle. Et là je lui dis non Pauline, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas prudent, je préfère que tu restes dans la résidence. Et là je me suis rendu compte que j'allais lui transférer une peur. Et je lui ai dit, j'ai besoin de savoir que tu es dans la résidence parce que ça me rassure, donc j'ai mentionné mon besoin. Et je lui ai dit, toi, probablement, comme tu n'as pas vu ta copine depuis longtemps, tu vas être embarqué dans le flot de la discussion, tu vas arriver vers chez elle, c'est à plus d'1 kilomètre de la maison, et je ne me sens pas rassurée à l'idée que tu reviennes parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, et voilà, je préfère savoir où tu es. Et elle l'a compris. Et ce qui est important, on parlait des besoins. Pour assouvir un besoin, c'est à nous de le faire. Et souvent, on attend de l'autre, soit qu'il devine notre besoin, soit qu'il l'assouvisse pour nous. Tant qu'on n'a pas compris qu'on est les seuls à assouvir nos besoins, on est dans un manque, on est dans une frustration permanente.
À une époque, le samedi soir, je voulais aller au resto sur Paris. C'était il y a longtemps. J'étais jeune amoureux avec mon chéri, tout ça. Et puis, je me disais, il sait que j'ai envie qu'on aille au resto ce soir. Sauf que lui, il n'avait pas du tout prévu d'aller au resto. Et moi, toute la journée, je disais, ouais, c'est cool, ce soir, on va aller au resto. J'avais pas réservé. Puis 6h30, 7h, on était dans le 94. Il fallait quand même un certain temps pour aller à Paris. Je me dis, oula, ok. Et là, je commence à faire la gueule. Et puis il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, ah ouais, ben on va pas au resto. Et là, hein? Quoi? Je lui dis, non mais tu sais bien que moi, le samedi soir, j'aime bien sortir. T'as pas réservé un resto? Il me dit, ben non, je savais pas que t'avais envie qu'on aille au resto ce soir. Et en fait, c'est ce genre d'illustration. Pour être bien avec soi, c'est important d'identifier ce qui vous fait vibrer dans la vie et les besoins que vous avez à assouvir par vous-même pour vous sentir bien. Et ça vous permet d'honorer l'amour de vous, d'être bien avec vous. Et ça, c'est quelque chose, quand on est maman et qu'on est dans la petite roue de hamster, on ne prend plus le temps d'identifier ses valeurs. C'est les petites graines qu'on arrose et qui nous font du bien. Ça nous permet d'être alignés. Et puis les besoins qu'on a à assouvir pour être bien. Donc, si vous ne prenez pas du temps pour vous développer personnellement, eh ben forcément, les relations que vous allez avoir avec votre enfant et avec votre compagnon ou compagne, eh ben forcément, ça ne va pas être à la hauteur de ce que vous attendez. Donc, c'est important de se dire, c'est chouette finalement, parce que tout part de moi. Pour que ça aille bien avec les autres, il suffit que je sois bien avec moi. Il suffit seulement que je devienne ma meilleure amie. On est tous des bons super amis. Quand vous avez une amie qui dit « Oh là là, j'ai oublié de mettre le goûter pour ma fille, là, aujourd'hui, elle ne va pas manger à 4 heures. » Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre amie, ou qu'est-ce que vous dites à votre amie? C'est pas grave, elle mangera mieux ce soir, ou elle partagera avec une copine. Et c'est intéressant de se dire « Et si je devenais ma meilleure amie ?» Si dans ma tête, au lieu d'avoir le petit démon, là, le petit démon rouge avec les cornes, là, qu'on voit souvent dans les dessins animés, « Oh, t'as pas mis le goûter dans la boîte de ta fille, elle va pas manger, mauvaise mère. » S'il y avait le petit ange blanc qui dit « C'est pas grave, ta fille elle a des ressources, elle demandera à quelqu'un, c'est pas grave. » Bah, comment vous vous sentiriez? Vous auriez un regard différent sur vous-même. Et vous vous diriez « Ouais, là j'ai pas géré, et alors ?» Et après c'est la technique du t'as qu'à t'en foutre. Ça glisse quoi. Je ferai mieux la prochaine fois, ou je ferai différemment. Et puis après tout, elle peut y penser aussi, ma fille, à son goûter. C'est vrai. Et du coup, responsabiliser potentiellement nos enfants. Responsabiliser, leur faire confiance, exactement. Alors, du coup, je vous ai mis des doudous. Merci ma fille. Et du coup, on voit bien qu'il y a des pansements. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de découvrir ces pansements. Peut-être pas tous, on n'aura peut-être pas le temps de tous les voir, donc c'est pour ça que ces pansements-là, ils sont aussi présents dans l'ouvrage. L'objectif, c'est de montrer en fait qu'il y a des choses, des petites solutions par rapport à des situations qu'on peut trouver ou des choses qu'on peut changer. Je sais pas, oui ou non. Est-ce que quelqu'un souhaite ouvrir une peluche en particulier, une affection particulière? Celui-là? Oui. J'avais la même envie, c'est celui-là. Je l'adore. D'accord. Je l'ai offert au Noël dernier à mon mari. Il est mécanisé et quand on lui touche la tête, quelle la force soit avec, c'est trop mignon. Je dirais rien, c'est la même chose. Mon mari est fan de Star Wars. Je ne raconte pas les Lego à la maison. Ça devient compliqué. Et pour la poussière, c'est pas facile. Hein. C'est pas moi qui l'a fait. Alors, réaliser que le regard des autres se trouve dans notre tête. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette phrase? On a souvent tendance à se dire, à penser pour l'autre en fait. On imagine, on a passé une mauvaise nuit, insomnie, on se réveille le matin, la gueule enfarinée, on se trouve vraiment pas bien, on n'est pas bien. Et on se dit voilà, tout le monde va le voir. Puis on est face à la première personne qui nous dit bonjour et on va se dire, à tous les coups, là il est en train de se dire, oh, t'as vu les cernes qu'il y a là et tout, voilà, il a dû passer une sacrée nuit et tout. Mais ça se passe où en fait? Ça se passe dans notre tête. Il y a quoi dans la tête de l'autre à ce moment-là? Ça se trouve l'autre en face, il dit oh, j'ai mal dormi moi cette nuit, il est en train de penser à toute autre chose. Mais parce qu'on se persuade de ce que pense l'autre, on va se créer un mal-être et se dire que en fait, on n'est pas bien. Donc ce qui est important, c'est d'arrêter d'interpréter
ce qui se passe dans la tête de l'autre. Parce qu'il y a peut-être 10 000 autres choses dans la tête de l'autre que ce que vous allez imaginer. Imaginez, vous dites, bon allez, je vais appeler Marie-Cécile parce que sinon ça va lui faire de la peine. Je trouve Marie-Cécile, elle n'a rien à faire parce qu'elle est au cinéma, elle est en train de rire parce que c'est un truc comique et qu'elle passe un super moment. On fait la projection qu'on va faire de la peine à Marie-Cécile. Quand vous êtes avec votre mari et que vous dites, oh là là, ce soir, j'ai pas envie de faire ça, mais il va se dire que, franchement, comme j'étais en off aujourd'hui, je suis une grosse flemmarde. Peut-être que lui, il va penser à rien de tout ça, il pensera à toute autre chose. Mais ça va vous faire quoi à vous de vous dire ça? Est-ce que ça va vous faire du bien d'interpréter, d'imaginer ce que va penser l'autre? On laisse à l'autre sa pensée, et nous, on fait avec, parce qu'au pire, même si la personne venait à confirmer « Ah, ce matin, t'as des cernes, t'as pas dû bien dormir », peut-être que dans son esprit, c'est de la bienveillance, et il se soucie, il veut savoir ce qui s'est passé. Donc finalement, parfois, on se prend la tête pour pas grand-chose. Ouais. Autre peluche, autre doudou. Quelqu'un veut ouvrir quelque chose en particulier? Oui, l'ourson. Alors Winnie l'ourson, pour rien vous cacher, il a voulu se sauver tout seul. Du coup, j'ai bien noté son pansement. Accepter d'être en colère. Ouais, ça c'est important. On a tous en soi des émotions à gérer. Et quand on était petit, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas fait d'hygiène relationnelle avec soi. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Salomé. Jacques Salomé, voilà, c'est un psychiatre, un psychologue psychiatre qui a écrit de super ouvrages et qui permet de comprendre qu'au fur et à mesure de notre construction identitaire, on a des cacas toxiques qui s'accumulent en nous. Et si on ne met pas de mots sur ces cacas toxiques, ils restent en nous et on n'est pas bien. La colère, ça peut être parfois un de ces cacas toxiques. C'est important de le sortir, de mettre des mots sur sa colère. Parce que si vous gardez la colère en vous, à tout moment, elle va pouvoir sortir peut-être violemment de vous. Moi, j'étais en colère. J'étais frustrée, insatisfaite, mais j'étais aussi en colère. Mais contre moi quand j'ai coupé l'oreille du doudou de ma fille. Si j'avais entendu cette colère en amont, peut-être que si j'avais seulement pris un petit peu de temps pour moi, pour me faire du bien et arroser des petites graines de valeur, je me serais sentie mieux. Donc cette colère, elle doit sortir. Et quand elle sort, c'est important d'accepter qu'elle sorte et de réparer l'impact de sa colère sur la personne qui s'est pris la colère. Souvent, notre colère, on va la déverser sur quelqu'un qui n'est pas du tout à l'origine de la colère, le conjoint, l'enfant, et eux, ils ne vont rien comprendre. Moi, dès que je suis en colère et que c'est ma fille qui se prend ma colère en pleine face, comme Elliot le dragon, je lui crache du feu, elle, des fois, elle ne comprend pas, parce qu'en fait, elle, parfois, c'est un élément déclencheur de ma colère. Elle va faire un geste, elle va avoir un comportement qui fait que ça va sortir. Ce qui est important, c'est de réparer l'impact de sa colère sur l'autre. Et de se dire, bon, elle est sortie, ça m'a fait du bien, et maintenant je répare parce qu'elle y était pour rien finalement. Ça a juste été un catalyseur, son comportement sur l'instant. Et ce qui est très important avec un enfant, c'est de lui parler, de lui expliquer les choses, de lui dire, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi tu as reçu ça, qu'est-ce que ça t'a fait. Et c'est très important aussi de faire ressortir à l'enfant ce potentiel futur caca toxique, pour pas qu'elle l'accumule. Une fois, je me suis disputée avec ma fille et je lui ai dit j'aime pas ce que tu as fait. Ok, c'était pour. Je me souviens plus du contexte, mais cette phrase-là, le soir, on en a reparlé, on a débriefé sur la colère et je lui ai dit qu'est-ce que ça t'a fait? Et là, elle m'a dit tu m'as dit que tu m'aimais pas, maman. Et là, je me suis dit purée, si j'avais réparé, réexpliqué ça le temps de la colère passée, ma fille aurait identifié ce que je lui ai dit, comment je ne t'aime pas toi. Mais en fait, c'était le comportement qu'elle avait eu. Et c'est très important avec ses enfants de faire une distinction entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et c'est important de leur apprendre aussi que dans la vie, on va leur coller des étiquettes. À l'école, notamment dans la cour de récréation. T'es petite, t'es grosse, t'es bête, t'es moche, t'es pas drôle. T'as des mauvaises notes, on va leur mettre des post-it comme ça, et les enfants, si on leur apprend pas à prendre de la distance par rapport aux étiquettes, ils vont s'identifier à l'étiquette.
c'est important de leur dire, il y a ce que tu es et ce que tu fais. C'est toujours l'être et le faire, finalement, on y revient toujours. Donc ça, voilà, la colère, la réparation, la discussion, et ça vaut aussi avec un conjoint, parce que souvent, le soir, après une journée où on n'a pas pris de temps pour soi, où on a été focus, travail, gestion des choses à faire, quand on rentre, on peut s'en prendre assez facilement à son conjoint qu'on va peut-être retrouver devant la télé ou devant l'ordinateur. On va voir le lave-vaisselle qui n'a pas été lancé et on va dire « Ah ouais, alors moi, toute la journée je cours, hein, je bosse comme une dingue et je rentre, toi tu fais quoi ? Ah bah tu prends du temps pour toi. » Ok, et là on initie une petite dispute parce que ça va nous faire du bien aussi à nous, ça va être un défouloir. Hein. On va pas se le cacher que ça nous fait du bien. Sauf que l'autre il comprend pas trop et que l'autre, ce qu'il peut dire c'est oui, et alors on lancera la machine à laver la vaisselle plus tard et puis voilà, enfin il y a encore de la vaisselle dans le placard et puis là j'ai besoin moi de couper. Et lui il dit qu'il a besoin d'eux. Donc à nous aussi de dire moi j'ai besoin aussi de faire comme eux, quoi, de souffler, ou c'est important. Donc voilà, pour le sujet colère. Autre, c'est Toto. Renard. Alors. Ah bah je l'ai écrit, ça va peut-être être plus simple. Se libérer de la charge mentale. Wow. Vaste sujet. Alors là, il faudrait des heures et des heures d'échanges. La charge mentale. Alors déjà, vous savez tous ce qu'est la charge mentale. Est-ce qu'on peut faire peut-être un point sur la charge mentale ? Je pense qu'il y a peut-être... Alors la charge mentale, c'est toutes ces choses qu'on se dit qu'on doit faire et qu'on va laisser en permanence tourner dans notre tête et qui vont nous prendre en fait de l'espace de cerveau et qui vont nous empêcher finalement de voir ce qu'il y a autour. C'est un petit peu comme si vous aviez un ordinateur et sur cet ordinateur, il y a 50 000 fenêtres ouvertes et on ne voit plus rien. Et cette charge mentale, elle est là, beaucoup chez les femmes, mais elle existe aussi chez les hommes. Parce que voilà, il n'y a pas que la femme qui se crée une charge mentale. Et qui se crée, ça c'est intéressant aussi. Parce que la charge mentale, elle existe que parce qu'on lui donne le droit d'exister. La charge mentale, c'est quoi ? C'est l'anniversaire de la copine de Pauline samedi, il va falloir qu'on aille lui acheter un cadeau d'anniversaire. C'est l'anniversaire de mon beau-père, il faut que je pense à dire à Cédric d'aller lui acheter un cadeau. Demain, il y a un pot au travail, il faut que je prenne de la limonade. C'est toutes ces petites choses qui vont venir plus tard et qui nous empêchent de vivre ici et maintenant. Est-ce que ça vous parle ? Et cette charge mentale, elle est très importante dans le cadre de la gestion du foyer, forcément. Il va falloir payer la taxe d'habitation, donc il va falloir que je pense à faire le virement pour qu'il y ait l'argent et qu'il puisse être prélevé par les impôts. Complètement idiot, enfin voilà, on n'a qu'à le faire, on n'en parle plus au lieu de le laisser tourner dans sa tête. Donc la charge mentale, on y est confronté parce que on veut tout gérer. On veut gérer le travail, on veut gérer la maison. Et donc, on s'est créé toutes ces fenêtres ouvertes sur le bureau pour se dire, j'ai tout ça à faire. Donc, on se la crée. Donc, la question, c'était quoi ? Se libérer de la charge mentale. Pour s'en libérer, déjà, il faut éviter de se la créer. Et pour ne pas se la créer, cette charge mentale, comment on fait ? Déjà, on accepte de se dire qu'on n'est pas seul dans le foyer. Parce que souvent, la charge mentale, elle est beaucoup liée au foyer. Donc, c'est important de se dire, le foyer, normalement, idéalement, on est deux. Donc, on est une équipe. Donc, on peut se répartir les choses à gérer. Mais pour se répartir les choses à gérer, on ne va pas dire « toi, tu fais ça ». C'est pas très agréable. Il faut quand même impliquer l'autre. Donc, il faut se présenter... Alors, en fait, je dis l'autre, mais j'ai même envie de dire les autres membres du foyer dès lors qu'ils sont en âge 2, parce que chacun peut contribuer à la gestion du foyer. Les enfants, dès qu'ils ont 5-6 ans, on peut commencer à les responsabiliser. Et c'est plutôt chouette parce que eux, ça va leur donner confiance en eux parce qu'ils vont se dire « Ah, on me donne à moi le choix d'accomplir des choses à la maison et on me fait confiance. » Donc c'est plutôt sympa comme image qu'on va lui permettre d'avoir. Donc l'idée, c'est de se réunir, de se faire un temps et de se dire « Qui veut faire quoi ?» Alors,
monsieur, il ne va pas forcément vouloir s'occuper de tout ce qui est voiture, plomberie, etc. Peut-être que lui, il voudra faire le repassage parce qu'il aime bien, ça le détend, il pense à rien d'autre. Il fait de la méditation en même temps, voilà. Donc lui, il fera le repassage. Après, vous allez dire, ben moi, j'aime bien tout ce qui est administratif, parce que c'est mon truc, vous ferez ça. L'enfant dira, moi, j'aime bien tout ce qui est débarrasser, ranger. Et ben, chacun va s'attribuer une tâche, et ça va lui donner un rôle dans le foyer, et vous, ça va vous libérer de la charge mentale. Parce que vous n'aurez plus à penser à lancer le lave-vaisselle à 20h vendredi soir, parce que ça coûte moins cher. Voilà. Mais voilà, c'est important de répartir les rôles au sein du foyer. Mais après, il y a quand même quelque chose qui est important de faire aussi, c'est qu'il faut accorder à l'autre sa confiance dans la gestion de la charge qu'il va prendre. Parce que si on dit, toi tu t'occupes de l'orthodontie, du rendez-vous d'ortho tous les 6 mois, et que vous mettez vous dans votre tête, il faut que je lui rappelle qu'il doit penser à l'ortho dans 6 mois. C'est là, vous n'allez pas vous libérer de charge mentale, vous allez déplacer la charge mentale. Alors, peut-être qu'il va rater le premier rendez-vous d'ortho, peut-être. Parce qu'après tout, c'est la première fois que vous lui attribuez cette responsabilité. Mais au final, s'il le rate, il en prendra un autre, c'est pas très grave, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, je délègue quelque part, puisqu'au début, c'est nous qui contrôlons tout, je délègue et j'accepte que ça se passe bien ou pas bien. Mais si ça se passe pas bien, c'est plus ma charge, c'est à lui de corriger, quoi. Voilà. Pareil pour l'enfant, si jamais il n'a pas fait ce qu'il avait dit de faire, il le fera plus tard. Mais en tout cas, c'est plus à vous de dire hey, toi, t'as pensé à ranger ton bureau et toi, t'as pensé à ça. Parce que là, on ne s'en sort plus. C'est encore pire, même. Ça fait beaucoup. Alors, je vais retirer un autre pansement, mais avant d'en retirer un autre, est-ce que vous avez déjà des questions? Parce que des fois, il peut y avoir déjà des questions. Écoutez, on va retirer un autre pansement. Et celui-là. Mademoiselle Framboise. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai total, Mademoiselle Framboise? Elle est où? Le mouton. C'est une bonne question. Oui, Mademoiselle Framboise. Ah, ouais. Supprimer cette volonté de contrôler nos enfants. Alors, nous faisons des enfants. On ne fait pas des soldats, on fait pas des petits pions qu'on va déplacer comme ça et c'est pas des poupées quoi, qu'on va contrôler, habiller comme on a envie. Là, j'ai un exemple qui me vient. Ma fille, quand elle était plus petite, un jour, je la vois arriver avec des tongs, des chaussettes, un legging violet, un pull vert, et elle s'était fait 2 couettes avec des chouchous bleus et rouges. Et elle me dit, je suis prête. Ok. Bon, là, il n'y a qu'à s'en foutre. Elle, ça lui fait plaisir parce qu'elle adore les couleurs. C'est vif, c'est Pepsi, donc super. À ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, non mais va te changer tout de suite, moi je sors pas avec toi comme ça. Mais non, je l'ai pas fait, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi qui est important, finalement ? C'est de nous mettre en route dans la journée, plutôt que de livrer un premier combat, à se dire, je veux qu'elle change sa tenue vestimentaire pour qu'elle rentre dans mon code à moi. Qui c'est qui dit que c'est moi qui ai le meilleur code vestimentaire, après tout ? Peut-être que la façon qu'elle a eu de s'habiller ce jour-là, c'était la tendance du jour. Sauf qu'on ne savait pas encore. Mais le fait de vouloir... Parce que le comportement de son enfant, vouloir le contrôler, ça, c'est en lien avec tout le reste. C'est contrôler tout ce qu'il y a autour de soi. Donc accepter que le comportement de l'enfant, il lui appartient. Comme le vôtre, il vous appartient. Votre enfant, il est acteur de ses choix. Combien d'enfants ont dit « Ah non, moi je mets pas mon manteau ce matin, j'ai pas envie. » Et puis la maman qui dit « Si, tu mets ton manteau. »« Ah non, moi je mets pas mon manteau. » À un moment donné, il faut lâcher l'affaire. L'enfant, il met pas son manteau, il aura froid. Le lendemain, il mettra son manteau. Il sera malade peut-être aussi. Peut-être, mais c'est le système immunitaire. En fait, ce qui est important de souligner là-dedans, c'est que laissons à l'enfant faire ses expériences. En voulant contrôler son comportement ou ce qu'il a envie de mettre en place, on l'empêche d'avoir son libre arbitre et de faire son expérience. Donc, l'enfant, il ne prend pas le parapluie, il se fait mouiller les cheveux.
eh ben, le lendemain, il prendra le parapluie, il n'aura pas les cheveux mouillés. Enfin, parce que ce qui est important, c'est de choisir nos combats. Parce que quand le matin, on se prend déjà la tête parce qu'il y a un parapluie qui ne veut pas être pris ou parce que c'est des baskets plutôt que des bottes, on commence déjà à avoir du stress qui monte en soi. Et la journée n'a pas commencé. On n'a pas encore loupé notre train, on n'a pas encore appris qu'il y avait une grève, on n'est pas encore arrivé au boulot en apprenant qu'il y avait un absent et qu'on allait devoir gérer ses tâches toute la journée. Donc, choisissons nos combats. Ça, c'est vraiment important. Et donc, accepter de ne pas contrôler le comportement de l'autre, eh ben, c'est peut-être pas mal. Voilà, c'est une première étape aussi, c'est bien. Idem dans le comportement de son conjoint. Voilà. C'est vrai. Et je pense qu'on va finir là-dessus parce que comme on est quand même sur un milieu professionnel, je ne vais pas ouvrir le pansement parce que c'est surtout moi où je voulais développer cette idée. Trouver un emploi épanouissant. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette idée, sachant que malheureusement dans notre société il y a des postes qu'on occupe, on n'a pas forcément le choix, c'est pas simple. Et pourtant, il y a un volet dans votre ouvrage où effectivement on parle du fait de trouver un emploi épanouissant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce mantra? En fait, moi ce que je dis dans mon guide, c'est bien dans son job, bien dans sa vie de maman. Parce que celle qu'on est le soir en fin de journée, c'est le résultat de celle qu'on a été tout au long de sa journée. Moi, quand j'étais manager, je prenais aucun temps de pause de la journée, j'allais même pas aux toilettes, j'enchaînais les cystites, enfin, c'était n'importe quoi. J'étais pas bien dans mon job parce que tout simplement, je le subissais. À cette époque-là, j'étais manager, mais j'avais du mal à déléguer. C'est pas super quand on est manager. Mais on ne nous apprend pas forcément à déléguer. Et pourquoi on ne délègue pas? Parce qu'on ne fait pas confiance, parce qu'on se dit, c'est moi qui sais faire. Et puis si c'est mal fait, je vais perdre du temps, je vais devoir refaire. Donc dans le doute, on ne délègue pas. Donc ce qui est important dans son travail, c'est de se dire, quelle est la raison qui fait que je fais ce job? Alors, parfois on n'a pas le choix, parfois on fait un job alimentaire, parce qu'on a besoin tous de payer nos factures. Mais ce qui est important, c'est de l'identifier et de le conscientiser. Si on se dit qu'on fait le job, ok, c'est pas forcément un job qui est en accord avec mes valeurs, avec mes besoins, ok, mais il m'aide à payer les factures. On le sait, on le fait. Pas de frustration. Par contre, si vous avez besoin d'un job qui vous fait sens, il ne faut surtout pas rester dans un job qui est purement alimentaire. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir. Donc c'est important de définir vos axes de motivation, de centre d'intérêt et de choisir le job en adéquation. Alors on dit toujours, oui mais j'ai pas le choix. Ça c'est pas forcément vrai, parce que on est acteur de notre vie. Le choix, on a tous la possibilité de le faire. Il y a une situation, il y a quelque chose qui arrive autour de soi. On n'est pas maître de la situation. Par contre, on est maître de quoi? De ce qu'on va faire de cette situation. Donc si un job ne vous plaît pas, vous avez des options différentes pour essayer de l'amener au plus avec votre alignement personnel. On a toujours la possibilité de faire évoluer. Si vous êtes dans un poste et qui ne vous convient pas, soit vous changez de job, on a le droit de changer de job, personne ne nous oblige à rester dans un job qui ne nous plaît pas, ou alors on va essayer d'échanger avec son manager en lui disant moi j'ai besoin de ça. Souvent dans notre job on dit ouais mais j'ai pas de reconnaissance de mon employeur. Est-ce qu'on a sollicité la reconnaissance de son employeur? C'est comme le resto du samedi soir. Vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. Vis-à-vis d'une reconnaissance, c'est la même chose. Si vous attendez qu'on vienne vous dire « Waouh, c'est super ce que tu as fait, tu as trop bien bossé », vous ne l'aurez pas, ça. C'est important d'aller l'engager, d'aller le demander. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous pouvez modifier les choses qui ne vous plaisent pas forcément dans votre job. Et si vraiment, même ça ne marche pas, des jobs, il y en a plein, enfin surtout en ce moment. C'est pas faux. Après, évidemment, ça demande à sortir d'une zone de confort. Parce que quitter un job, quand on y est depuis plusieurs années, on est sécure. Prendre un nouveau job, ça veut dire passer peut-être par une période d'essai. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que on ne va pas forcément tout de suite atteindre le revenu cible qu'on a identifié. Mais sortir de sa zone de confort, ça met dans une zone de stress, mais c'est hyper stimulant quelque part. Parce qu'au final, ça va solliciter des ressources en vous qui étaient enfouies et vous allez vous découvrir différemment. Donc à un moment donné, moi je pars du principe qu'on est acteur, arrêtons de subir.
il y a un truc qui ne vous plaît pas, voyez comment vous pouvez le modifier, le faire évoluer ou le laisser de côté et voir autre chose. Voilà. Et c'est vrai qu'en ayant des journées plus épanouissantes, en rentrant en soi, vous n'êtes pas la même version de vous-même, c'est évident. Et un conseil que je donne, si vous avez un job, aujourd'hui vous ne sentez pas que c'est super, le super kiff, vous avez du stress, vous accumulez plein de frustrations, voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Dans la journée, imaginez que vous remplissez un verre d'eau. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, si vous avez laissé le volume augmenter dans le verre d'eau, le soir, vous arrivez, il est à ras-bord. Il se passe quoi quand vous trébuchez sur le cartable de votre enfant, qu'elle ne veut pas faire les devoirs, qu'elle ne veut pas se laver les dents, que votre mari ne veut pas préparer le dîner? Le verre d'eau, il est tellement plein qu'il va déborder. Parce que tous ces éléments qui sont sur le chemin, c'est comme des cuillères de farine que vous rajoutez dans le verre et paf, ça le fait déborder. Pour éviter de le faire déborder, dans la journée, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le verre d'eau? C'est des petites boules de coton. Petites boules de coton qui vont absorber le volume d'eau, qui font qu'en arrivant à la maison, le volume il sera moins haut. J'ai trébuché sur le cartable, c'est pas grave. Mon mari, il n'a pas fait le dîner encore, c'est pas grave. Elle veut pas faire ses devoirs, elle les fera tout à l'heure. L'important, c'est qu'il soit fait, pas qu'il soit fait tout de suite. Mais c'est quoi les boules de coton? Les boules de coton, c'est des petites choses qu'on va faire pour soi, pour se réintégrer dans l'équation de sa vie. C'est toujours ça, le truc. Et ces petites boules de coton, ça peut être quoi? Des choses toutes simples. Moi, ça aurait été ne serait-ce qu'aller aux toilettes à l'époque. Ça m'aurait évité des cystites. C'est par exemple un coup de fil à un ami. Dans la journée, ça peut faire du bien. C'est se prendre des petits moments où on va arroser ses graines de valeur. Et on va se dire, ça me fait du bien. C'est peut-être aller méditer 3 minutes dans les toilettes, écouter le petit bambou. C'est peut-être chanter sur The Greatest Showman parce que ça nous fait du bien. C'est faire un truc qui nous fait du bien. Et le soir, le verre d'eau, il n'est pas à ras-bord. Et là, on peut accepter qu'il y ait des choses qui ne soient pas comme on aurait envie qu'elles soient, mais elles sont là, et puis ok, ça passe, quoi. Ça nous permet de relativiser, j'ai dit. Mais oui. Non, mais en fait, je pense que, c'est ma vision des choses, mais il faut voir les choses différemment. C'est pas simple, parce qu'on a tendance à tous vouloir plus, moi, ma vision, à vouloir toujours tout contrôler, à se dire qu'il faut que ce soit comme ça et pas autrement, parce qu'on a cette vision des choses. Mais il y a un moment, est-ce que la personne qui est en face de moi, elle a envie que ce soit comme ça, en fait? Et pas forcément. Pas forcément, c'est toujours l'interprétation de ce qu'on imagine que l'autre pense. Et puis souvent, quand on a une façon, moi c'est ma façon de fonctionner, ça peut être un problème, cet esprit de perfection. On a envie que ce soit comme ça, parce qu'on se dit que c'est comme ça la perfection pour nous, mais est-ce que ça l'est vraiment pour tout le monde, en fait? C'est sur notre mode de fonctionnement à nous. Et après, je dis pas que c'est dans les livres de développement personnel qu'on va trouver la solution, là, mais c'est à force d'échanger comme on fait, à force de lire beaucoup de choses, de parler, comme lors de ces échanges. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir à tout ça. C'est pas simple, surtout dans nos vies actives, où avant le soir, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer, de se poser, de se coucher, de regarder une série sur, je ne citerai pas le nom, voilà. On n'a pas forcément envie de faire autre chose, et je pense qu'à un moment, prendre ce temps-là pour nous, et même, je sais que j'ai beaucoup de lecteurs en ce moment qui me disent à Harmonie, on a trop de travail, j'ai pas le temps de lire, quoi. Et je comprends, parce que moi, attention, c'est extraordinaire quand même, bibliothécaire qui ne va pas le temps de lire, mais lire pour moi, c'est différent. Je pense que c'est important de se retrouver. Enfin, moi, à la lecture de ce livre, il y a beaucoup de choses qu'on voit différemment. Et c'est pour ça que je vous invite fortement, soit à le lire, soit à venir me poser des questions, parce que je pense qu'on va finir là, et d'aller plus loin dans cet échange, même vous, personne, en termes de réflexion. Après, voilà, vous faites comme vous voulez, on vous donne, comme je disais la semaine dernière, on donne les outils. Après, vous voyez, développement de l'esprit critique, c'est important aussi. On est là pour ça, ne prenez pas pour acquis tout ce qui est dit non plus. C'est important de voir si ça vous correspond ou pas. Et je pense que on est d'accord tout à fait. À ça. Et donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, merci à tous d'être venus pour cet échange. Merci à Sandrine. Merci à vous. Et je voulais juste terminer que la perfection, elle est dans l'intention. Et ça, c'est hyper important de faire distinguer. Parce que la perception d'une personne à l'autre, effectivement, la définition ne sera pas la même. Il y en a qui vont dire que Mona Lisa, elle est parfaite. Il y en a qui vont dire que c'est un tableau de Picasso qui est parfait. On n'a pas du tout le même rapport par rapport à la perfection. Donc, ce qui est important, c'est
la perfection est dans l'intention. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'exigence, mais pas d'avoir une quête vers la perfection. Ça, c'est vraiment très important. Très belle finalité. Merci beaucoup et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une intervention de ma part. Voilà. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver. Et encore merci Sandrine pour cette intervention. Merci.